Nous sommes le samedi 28 septembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Velo, HBAR et la minute complotiste pour terminer. On va commencer par l'actu générale et on a tout simplement des républicains qui veulent annuler la loi SAP 121 que la SEC a voulu proposer au Sénat. Je vous rappelle que c'est une mauvaise loi qui va en fait amener pas mal de problèmes, d'empêcher en fait l'innovation de la crypto-monnaie. Et donc à la suite de votes partisans pour renverser SAP 121 à la Chambre et au Sénat, les républicains demandent au président Gensler d'annuler les directives de l'agence qui abrogent les règles de garde des actifs numériques, affaiblit les protections des consommateurs et étouffe l'innovation financière. Voilà, on espère que cette loi va être en proposition va être abrogée. Ça serait vraiment bien pour la crypto-monnaie et pour nous qui sommes investisseurs. On a dans l'affaire Coinbase, il y a Gary Gensler qui a été interrogé au Congrès, il a pris très très cher et on a les juges fédéraux qui ont été énervés parce que la SEC a refusé de répondre à des questions directes sur Bitcoin et Ethereum. Les juges ont semblé mécontents de l'approche de la SEC en matière de crypto, en prétendant avoir l'intention d'écraser l'industrie lors d'une audience, donc en fait d'empêcher l'innovation. Tout simplement numérique. Voilà, on continue. Et ça, c'est très bon pour le procès Ripple parce que la SEC est mise à mal et donc ça va être dur pour eux, même s'ils font appel. Franchement, c'est vraiment s'ils font appel alors qu'ils se font matraquer de tous les côtés, c'est quand même hallucinant. On continue, on a Israël qui envisage de nouvelles limites sur les métaux précieux et l'argent pour lutter contre la criminalité. J'ai souligné criminalité parce que vous avez bien compris que c'est toujours la même chose. En fait, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est que les gens n'aient pas de ressources et ça permettra de pouvoir implanter tout simplement leur CBDC tranquillement, parce que les gens n'auront pas le choix. On a la Cisjordanie, Israël qui ferme la chaîne d'Al Jazeera après un raid dans ses bureaux. Bienvenue en démocratie. En même temps, en France, on a URT qui a fermé. Et là, je vois le Hezbollah confirme la mort de son chef. Donc, bon, on continue. Je vous avais annoncé en Gematrie que ça va s'accélérer et qu'il y a des pays qui vont entrer, d'autres pays qui vont entrer en guerre. On continue, on a Trender Agua qui prévoit de saisir, contrôler les communautés aux États-Unis. C'est un rapport de un ex-agent frontalier. Selon le département Homeland Security, plus de 1000 membres du gang de Trender Agua ont infiltré des villes sanctuaires aux États-Unis. L'ancien agent de la patrouille des frontières, Amon Blair, discute de ce que le gang cherche à faire dans les quartiers qu'il a entrepris d'infiltrer. Moi, ma question, c'est s'ils savent que c'est des gangs, pourquoi ils les laissent rentrer? C'est surtout ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi et qui donne l'ordre de les laisser rentrer? Eh bien, je pense qu'on va le voir rapidement aux élections. Pendant les élections. On continue et là, on a tout simplement Grayscale qui ajoute 6 nouveaux altcoins à la liste de son top 20 d'actifs. Parmi les nouveaux, on va regarder, il y a BitTenser, ce qui est un peu logique, c'est un super projet. On a Helium, c'est un très très bon projet. Et des projets d'Epine, effectivement, Uma, c'est un très bon projet aussi. Chainlink, voilà, il y a beaucoup de nouveaux projets. Pundle, qui d'ailleurs a explosé hier. Il y a vraiment pas mal de Render, qui est aussi, il y a vraiment des bons projets. Et donc, ils ont été rajoutés, tout simplement. C'est une... en tout cas, une bonne analyse, ce sont des bons projets. Il y a Sui, on voit qu'il y a Sui. Sui, c'est un très bon projet aussi. Voilà, on continue. Et on a PayPal qui permet aux consommateurs d'acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies numériques via ses comptes PayPal et Venmo depuis 2020, puis de s'engager davantage dans la monnaie numérique avec le lancement de son stablecoin libellé en dollars US PayPal USD. Donc vous allez voir de plus en plus de commerces où il va y avoir des partenariats pour que ça puisse être, ils puissent payer, recevoir de l'argent en crypto-monnaie. Et ici on a Taurus qui est partenaire d'Actonariat pour permettre le trading d'actions tokenisées. La collaboration entre Taurus et Actonariat permettra aux PME suisses de tokeniser des actions, offrant ainsi de nouvelles possibilités de trading aux investisseurs sur la plateforme TDX.
Ici, on a la doctrine nucléaire de Russie qui inclut les attaques contre les États non nucléaires. C'est-à-dire qu'avec la doctrine d'avant, l'OTAN pouvait se permettre en fait d'armer des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire. Et à ce moment-là, la Russie ne pouvait pas les taper. Donc, Poutine a complètement changé cette doctrine. Maintenant, il a décidé de pouvoir taper les pays qui n'ont pas la ressource, mais qui sont armés par des pays qui ont, eux, l'arme nucléaire. Et je pense que c'est aussi pour protéger, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été incluses, de protéger aussi d'autres pays où ils peuvent intervenir, comme la Biélorussie, par exemple. On continue, on a Ethena qui lance BlackRock Build Stablecoin. Je vous rappelle, Build qui fait partie de Hondo Finance et qui sont des tokenisations avec les actifs sur tout simplement des bons d'obligation, etc. Avec BlackRock. Et donc on a Ethena qui maintenant, le stablecoin soutenu par Buildle se lance comme une offre de produit unique aux côtés du controversé USD Ethena. Toujours la tokenisation, on a le marché des actifs tokenisés qui atteindra 10 trilliards d'ici 2030 selon un rapport de Chainlink. C'est énorme et c'est là qu'on se rend bien compte que ça sera pas ce bull run là, mais le prochain, où là je pense que vraiment tous les utilitaires de tokenisation vont exploser, puisque on sera en plein dans l'utilité. Logiquement, ça sera vers 2027-2028. Voilà. Je pense que justement certains secteurs comme les meme coins, etc., ça va dégager. Par contre, je pense vraiment que tout ce qui est utilitaire va vraiment exploser. Là, c'est encore de la spéculation. Mais en tout cas, nous qui me sommes, enfin, en tout cas, moi, je suis investi sur pas mal d'entreprises qui sont dans la tokenisation. Et donc, je suis plutôt confiant pour l'avenir. On continue, on a la cyberattaque qui a été, c'est MoneyGram qui a été attaqué, et en fait pendant quelques jours, impossible de faire, sur tous le site et tous ces partenariats, impossible tout simplement de faire quelque chose. Donc encore une cyberattaque. J'ai terminé pour l'actu générale et maintenant on va juste regarder le marché vite fait avant de passer au XRP. Et là on voit le Bitcoin qui, comme je vous avais dit, il a passé la barre des 65. S'il passait la barre des 65, logiquement maintenant la prochaine barre ça va être 68 500 qu'il va falloir qu'il essaye de passer. On a le XRP qui en fait a passé la barre des 60, il a suivi, je vous rappelle qu'il est corrélé au Bitcoin comme la plupart de ce que vous voyez, les altcoins, et donc XRP a passé la barre des 60, donc ça c'est très bon. On est à 61 là actuellement. Il va suivre ce que va faire tout simplement le BTC. Ce qu'on espère, c'est que tout simplement le BTC continue à 68 500 et ensuite va sur ses plus hauts historiques pour les dépasser, et à ce moment là c'est à partir de là que le XRP explosera. Quand je dis exploser, c'est pas arrêter de, enfin c'est pas je peux pas vous dire arrêtez, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de regarder des vidéos où on vous dit que c'est 1000 $, 10 000 $. Profiter des gains, que ça soit 1 $, 2 $, 3 $, profitez des gains. C'est juste un actif, arrêtez de tomber amoureux du XRP, profitez juste, voilà. Et puis quand ça descend, vous en rachetez tout simplement. En tout cas à mon avis, ceux qui attendent les 100 ou les 1000 $ et qui vont rien vendre, ils vont bien se la faire à l'envers, ils vont se la faire mettre à l'envers. Il faut prendre des profits. On continue, et donc là maintenant on va parler du XRP, et on va commencer par un partenaire du XRP qui est Finastra, qui c'est la First Pacific Bank qui étend ses offres de paiement instantané avec Finastra pour continuer sa croissance. Alors la Pacific Bank, c'est une banque communautaire basée en Californie du Sud qui offre des solutions financières personnalisées pour les particuliers et les entreprises. Donc c'est toujours bon de regarder un petit peu ce que font les partenaires, et donc ça se développe encore.
Là, on a Ripple qui se prépare pour un possible appel contre la SEC. On verra. Personnellement, je pense que la SEC se fait matraquer. Donc le narratif maintenant, il est un petit peu de, on va dire, de décrédibiliser la SEC. Je suis pas sûr qu'ils vont faire appel. La guématrie me dit qu'il n'y aura pas appel. On verra bien. Ça changera pas le fait qu'il y aura un bull run. Le XRP fera son bull run puisque l'année dernière il a eu en tout cas sa clarté sur si c'est une sécurité ou pas. Donc maintenant il y a de plus en plus de tout simplement de partenariats qui se développent, mais après c'est possible qu'il fasse un appel, l'appel du désespoir, mais ça changera pas à la fin après en Cour suprême. De toute façon on sait que XRP gagnera. Maintenant, c'est sûr que si il y a un appel, le prix va chuter fortement, mais ce sera une occasion d'en acheter. Alors ça, c'est un rapport, ça a été au Japon où Monica Long a fait tout simplement été interviewée, et je vous fais un petit résumé en fait assez rapide. Ce qu'elle a dit, c'est que tout simplement le stablecoin RUSD va être développé dans les pays où ils ont une licence, donc pas aux États-Unis, mais d'abord dans les pays où ils ont une licence, et que ils vont utiliser le RUSD à la place de l'USDT et de l'USDC. Et pour terminer, qui veulent apporter de la programmabilité au XRPL, et donc ils veulent utiliser tout simplement par exemple Zao avec les crochets hooks pour apporter des contrats intelligents au XRP Ledger. On a ici juste un petit article, on va regarder parce que c'est plus pour c'est un peu complexe pour les développeurs, mais on a deux fonctionnalités, deux mises à niveau qui ont été mises sur le stablecoin. On va juste regarder ça. Voilà. La mise à niveau, c'est tout simplement Fix Empty DID qui empêche la création de grands livres DID vides, donc en fait d'éviter qu'il y ait un stockage. Donc ça améliore tout simplement la mémoire, l'efficacité des réseaux en réduisant le stockage de données inutiles, et aussi une mise à jour de Fix Previous TXID qui améliore le suivi de transactions en ajoutant de nouveaux champs aux entrées du grand livre, ce qui facilite le suivi des historiques de transactions et donc plus de transparence. Voilà. Maintenant on va parler un petit peu de tout simplement CBDC et stablecoin, et je vous ai déjà parlé du projet Eurom. On va juste regarder ce qui est dit. C'est un système de CBDC de détail à deux niveaux, et ça c'est important de voir à deux niveaux. Donc pour eux, le prototype du projet Eurom est conçu pour éviter la surpersonnalisation et être flexible. Donc les trois facteurs pour eux, c'est simplement la sécurité, la flexibilité et l'anonymat. Voilà, donc l'anonymat, et on va voir ça. Le projet, c'est ça le plus important, a créé une pile technologique composée d'un système interbancaire de gros, voilà, et c'est ça qui est important, et d'un système de portefeuille électronique de détail. Donc en résumé, il y aurait à ce moment-là, il y aurait deux CBDC, une de gros, et ça c'est pour tout simplement les banques, c'est-à-dire la Fed, les banques centrales de chaque nation, qui vont tout simplement avoir une connexion, et là on n'aura pas accès à ça, et il y aura aussi un système de portefeuille électronique de détail mettant en place deux types de jetons différents, la CBDC intermédiaire et les stablecoins soutenus par la CBDC dans le système interbancaire. Donc c'est celui-là où on n'aura pas accès. Ce dernier est unique dans l'étude de la CBDC à ce jour. Voilà, et maintenant on va regarder, je peux pas l'agrandir sinon ça la coupe la vidéo, mais on va essayer de regarder ces deux personnes qui sont tout simplement des analystes qui parlent justement un petit peu de ça, et on va lire ce que dit Matt Laroche dessus. To let people know is that CBDCs have two potential components, one being a wholesale side and one being a retail side. Now, with the wholesale side, that's central banks talking to central banks, sending money between themselves. Now, whether that is in the form of an RLUSD to a Ethereum-based yen to a something other-based pound, the XRP ledger is very good at moving value from whatever form to another value of whatever form. It doesn't really matter. So if it is a CBDC, or if it is a stable coin, or if it is
anything else of value, the XRP ledger is extremely good at that. So yes, it could be CBDCs. Is it limited to just CBDCs? No. I think it's going to be quite broad in what it can do. Là, vous avez vu, il a dit que c'était pas forcément que le XRP Ledger. Il faut bien comprendre qu'il y a d'autres systèmes, mais très peu, on verra après à la fin de la vidéo, qui en fait peuvent tout simplement s'ancrer dans le système des banques. Mais il n'y a pas que, il ne faut pas penser qu'il y aurait que le XRP Ledger qui peut le faire. In moving that value, and with regards to their tech, they look to get to do. They look to try and do the cheapest. Used to be multi-hop was what it was called. But they look to do the very cheapest way in which we can get this value to that side of the world. And if it means going through Bitcoin because of liquidity, and then back into a Great British Pound, and then into a Ripple Euro, they will find a path. And all of that runs on the XRPL, the ledger itself, which could increase volume. So it's not specific to it has to be this and it has to be that. It will source out the most efficient, cheapest pathway possible. So it's very exciting in that respect. Voilà. En fait, en résumé, il faut bien comprendre que dans les cryptos qui peuvent en fait, les technologies qui en fait sont vraiment efficaces pour ces systèmes de CBDC, en résumé, vous avez vraiment les deux qui sont au-dessus et quelques autres qui sont, mais à mon avis, la technologie n'est pas faite que pour ça. C'est en tout cas tout simplement le XRP Ledger et le réseau Stellar, c'est-à-dire c'est le XRP XLM qui sont les cryptos qui ont la possibilité de fournir un DLT qui est vraiment spécifique pour les infrastructures bancaires. Voilà, donc en résumé, il faut bien juste comprendre qu'il y a un stablecoin de gros, et ça c'est pas pour nous, c'est pas pour les particuliers qui ont un taux de change qui est vraiment fixe, tandis que les pièces stables de détail, elles peuvent avoir un taux de change qui est variable. Voilà. Voilà. Donc on va continuer. Juste, on va regarder sur Fiatlix. On voit, c'est toujours les États-Unis pour le XRP et l'Asie avec la Corée et le Japon et bien sûr l'Europe aussi. Voilà, en tout cas, il a passé la barre des 60, c'est très bon. Donc logiquement, on va vers le haut. On continue aussi, on a une nouvelle transaction avec le RUSLSD. Ici, on voit transfert 300. Ici. Et une autre nouvelle, on a la deuxième banque privée en Turquie qui soutient désormais le XRP, la BBVA. Alors on le savait déjà qu'il y avait des relations. La deuxième plus grande banque privée de Turquie a élargi son offre d'applications mobiles crypto pour inclure le XRP. Voilà, j'ai terminé et maintenant on va parler, avant de parler de vélo, on va parler un tout petit peu de Stobox qui fait un partenariat avec Circle. Vous voyez ici Circle, on est sur le site de Circle et Stobox, fournisseur clé en main de tokenisation d'actifs de premier plan et maintenant en partenariat avec Circle. On continue une toute petite nouvelle sur SpaceChain. Regardez mes anciennes vidéos sur SpaceChain. Là, c'est par contre un investissement sur très long terme, 2030, je pense. Donc, on a juste une compagnie, Spacebelt Telecom Services, qui attribue un contrat à SpaceChain pour la construction et la gestion du premier satellite. Donc Spacebelt, ils sont eux en Arabie Saoudite, une compagnie qui lance la mission révolutionnaire la Earth Orbit Satellite, récompensé SpaceChain avec un contrat pour construire et gérer le premier satellite. Voilà. Faut savoir que c'est des satellites mais qui sont pas à une grosse hauteur. Le but c'est de sécuriser en fait, si vous allez sur le site de SpaceChain, j'en ai déjà parlé, pour avoir tout simplement des wallets, etc. Toute une technologie où en fait on peut pas hacker parce que c'est pas sur un réseau internet mais c'est sur un réseau satellitaire. Voilà, entre autres. On continue et maintenant on va parler de vélo. Alors j'ai pas de vélo.
J'ai un vélo, mais je n'ai pas la crypto vélo. Mais j'aime bien parler vélo parce que je regrette, enfin, c'est pas je regrette, mais j'ai pas les fonds pour être partout. Je gagne pas des milliards. Donc, mes persos, j'ai choisi SHX. Mais je pouvais pas faire SHX et vélo. Mais j'adore vélo. Il y a vraiment un potentiel énorme. Les gens qui ont acheté du vélo, bah, franchement, je vous dis bravo. Et on va lire un petit peu ce qui est marqué. On a Velolabs qui intègre le fonds de liquidité numérique de BlackRock dans l'USDV stablecoin. Donc en fait maintenant ce qui se passe c'est que s'ils doivent tokeniser un montant, ça doit être équilibré, c'est-à-dire que pour que le stablecoin, il faut qu'il y ait un ratio de 1 pour 1, comme vous savez dans les stablecoins, ça veut dire qu'il faudra le même montant de vélo que du USDV de l'actif, et donc c'est assez intéressant que BlackRock soit maintenant dans le game. Pourquoi aussi? Alors je suis bullish, je suis pas dessus, mais regardez un petit peu, allez sur le site, allez regarder un petit peu, rien que le super DEX, si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe, l'évolution, c'est vraiment intéressant. Une autre chose, moi, qui vraiment, c'est Quantum, c'est ça, c'est alimenter les réseaux financiers traditionnels avec une autoroute de transfert de fonds compatible blockchain. Et là, en fait, vous avez une vitesse et des frais moins élevés, mais surtout une vitesse qui est vraiment assez rapide. Et il faut savoir que vous avez chez Vélo, vous avez plus de rien en Asie du Sud-Est, vous avez 1 million déjà d'utilisateurs qui utilisent l'application. C'est cette application qui c'est Orbitre. Voilà. Orbit est une application mobile simple à utiliser qui fournit un modèle scan and go. Il faut savoir que pour les paiements P2P, donc tous les gens qui ne sont pas par exemple bancarisés, etc., c'est énorme. En utilisant un système de QR code commun, votre portefeuille se connecte à vos actifs dans l'écosystème vélo et vous permet de transférer rapidement des fonds à diverses fins. Donc ça va se démocratiser encore plus. Il y a vraiment du potentiel en Asie. Il y a plein de gens qui ne sont pas bancarisés. Voilà, c'est assez énorme. On continue et cette fois-ci, je vais vous parler tout simplement de HBAR un petit peu. Je vais vous montrer un site, si vous voulez, je vous le laisserai en lien si ça vous intéresse. C'est assez intéressant parce que j'aurais vraiment aimé que le XRP ait la même chose. Mais malheureusement non, vous ne saurez jamais ce que gagne Ripple, XRP, etc. En tout cas, eux, Hedera, ils sont hyper transparents parce que sur ce site, vous avez toutes les datas. Donc regardez actuellement, on est à 71 milliards de transactions. On a tout en direct ici. Et là, si vous allez ici, on peut voir dans la journée ce que gagne tout simplement ce que gagne le réseau. Et là, on voit c'est 10 000 $. Qui gagne. Alors c'est pas énorme je trouve, il faudrait voir aussi combien ça fait. On va regarder sur 7 jours si on peut. On va même taper sur, je sais pas si on peut, un mois. Je sais pas si on peut le faire. Sur un mois c'est 537 000. Bon, on va taper sur un an pour faire une moyenne. 5 742 000, c'est pas si énorme que ça. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas si énorme que ça le revenu, mais en tout cas c'est très transparent. Mais il faut savoir que HBAR c'est en développement, c'est un peu comme XRP, tout ça c'est en développement, mais ça, quand le nouveau système va arriver, ça va exploser. Voilà, en tout cas c'est très très bien que ça soit transparent. Bon, Ripple, il y a une IPO, donc ils sont pas obligés d'être transparents déjà, et c'est pas leur intérêt. Mais ça aurait été bien que toutes les blockchains on puisse voir comme ça les revenus, tout simplement. Des transactions déjà, ça serait pas mal. Toujours vous parler de HBAR pour vous montrer un petit peu le potentiel. Il y a les applications tout simplement d'entreprise. Et ça c'est énorme, elles vont se mettre en place, ça se met en place tout doucement.
Il y a énormément d'entreprises. Il faut bien comprendre que ça, c'est des grosses entreprises. Vous avez énormément dans la tokenisation, c'est énorme. Et il y a un paquet, et c'est des grosses, comme vous voyez, Banque Sociale, on va en parler après, mais c'est vraiment énorme. Tout l'écosystème, c'est monstrueux. Et donc, tout ça, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment bullish. Et on va justement regarder déjà une application qui s'appelle Drop. Et cette application, en fait, c'est tout simplement pour simplifier des paiements. Vous pouvez faire des micros, c'est surtout dans les micro-paiements et les appareils connectés, vous pouvez les boutiques en ligne, les magasins, et donc eux, ils utilisent tout simplement, vous voyez ici, ça a été construit sur Hedera, ça fait partie des entreprises, d'applications d'entreprise, et ils sont sur Hedera, et eux, c'est énorme ce qu'ils peuvent apporter à... bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais eux, c'est vraiment énorme ce qu'ils peuvent apporter à HBAR. Et pourquoi? Je vais vous montrer. On a la FedNow qui présente le système de paiement alimenté par DLT en tant que fournisseur de services. Et ici, on a le 14 août, FedNow sur le site officiel a ajouté Drop, une plateforme de micro-paiement construite sur EDA. Donc ça veut dire que Drop est connecté à la FedNow. Et FedNow, c'est énorme. Donc je peux vous dire que c'est vraiment bullish pour Hedera. On voit ici sur le FedNow, vous voyez ici Drop qui était tout simplement émis. Comme tout à l'heure de banque sociale, pareil, dans les applications d'entreprise, c'est monstrueux, c'est énorme. Il y a les peer-to-peer, les prêts financiers. Il y a vraiment un écosystème chez eux qui est, c'est des gens qui ont 65 ans d'expérience dans l'économie financière, dans le système financier, et qui ont énormément de partenariats, et ils sont donc sur l'écosystème de HBAR. On va regarder ça. Hedera, Banque Sociale sont devenus des partenaires profondément intégrés afin d'apporter des fonctionnalités bancaires ouvertes aux consommateurs soutenues par l'écosystème des coopératives de crédit. Donc, ils vont utiliser le DLT, et la Banque Sociale s'appuie sur le réseau Hedera pour construire une plateforme Web3 sécurisée et efficace pour les coopératives de crédit. Et les coopératives de crédit, c'est énorme. La rapidité, l'évolution et les frais de transaction en bas d'Hedera permettent aux coopératives de crédit d'offrir aux membres une passerelle conviviale vers les actifs numériques, des frais réduits, une expérience financière plus inclusive et intuitive. Alors, je vais voir si on peut... Voilà, regardez, ici, on a 2,5 millions d'accès directs aux clients de coopératives de crédit. Donc imaginez, c'est énorme. Ils ont accès à 2,5 millions de coopératives de crédit. Il y a déjà 28 coopératives de crédit qui ont signé avec Banque Sociale. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont 65 années d'expérience. Donc toutes ces choses-là, quand ça se met en place et que ça va commencer, c'est vraiment énorme. Il va y avoir aussi les prêts, etc. C'est tout un écosystème, franchement. Hedera, c'est au prix où il est actuellement, à 5 ou 6 centimes. C'est vraiment du pain béni. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé et on va passer à la petite minute complotiste. Pour les personnes cartésiennes, vous pouvez vous arrêter là. On va pas en parler. Je peux pas. C'est un sujet où je pourrais en parler des heures, mais là je vais pas en parler longtemps pour une vidéo. On va juste regarder un petit peu déjà quelques articles. Combien coûte un bunker en France? Et on peut voir, je sais plus où j'avais vu, mais ça c'est à peu près le minimum. Voilà, c'est ici, c'est à peu près 100 000 euros minimum pour avoir un abri. Quand je dis un abri, c'est par rapport aux contaminations nucléaires, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment, et c'est 15 mètres carrés, hein, c'est vraiment un tout petit truc. Ça coûte extrêmement cher. Donc quand vous voyez des grosses fortunes
qui actuellement construisent tous des bunkers, et c'est pas des petits bunkers, hein, comme ils ont beaucoup d'argent, c'est vraiment des trucs. Ils achètent surtout dans certains endroits comme Hawaï, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Russie. C'est bizarre parce que ils suivent tous à peu près les mêmes endroits géographiques, comme s'ils savaient qu'il y avait des endroits où il fallait pas aller, qu'il y a peut-être des endroits où il peut y avoir des catastrophes. Voilà, donc c'est quand même étrange que actuellement il y a énormément de milliardaires qui construisent, plus les gouvernements qui, vous le savez, ils ont des tunnels, ils ont des abris aussi. Et là on va regarder, donc on voit ici paradis néo-zélandais, bunker de luxe, et tous les gros PDG d'entreprises. Là on voit le cofondateur de PayPal, Palantir, Julian Robertson, Bill Foley, tous ces PDG construisent tous. La question c'est alors il y a aussi l'Argentine, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui vont effectivement en Argentine, en Patagonie. En tout cas, il y a énormément. Pourquoi tous ces gens construisent un bunker? Alors si c'est le gouvernement, vous pouvez vous dire que c'est parce qu'ils ont peur d'une rébellion tout simplement de la population et qui construisent leur bunker pour pas qu'on aille les chercher. Mais personnellement, je pense qu'ils sont préparés à ça et c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait ils sont protégés par la loi, par l'armée, etc. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour moi, c'est pas ça. Ils ont les connaissances, ils savent des choses, et même s'ils contrôlent ce monde, ils contrôlent pas l'univers et ils contrôlent pas la nature. Et ils savent qu'il y a des choses qui peuvent en fait ce qu'on appelle une réinitialisation, c'est-à-dire un cycle. Et je vais vous parler un petit peu du phénix vite fait. On va voir là dans la culture chinoise, le phénix est probablement l'oiseau mythique le plus emblématique de l'histoire de l'humanité. De nombreuses cultures depuis les anciens égyptiens, grecs, chinois et arabes vénéraient cet oiseau. Dans la culture traditionnelle, le chinoise, le phénix appelé Fengyong était considéré comme un oiseau noble capable de juger la nature des êtres humains et de conférer les bénédictions aux justes. Et il y a eu depuis même 2-3 000 avant Jésus-Christ, vous aviez tout simplement des philosophes, etc., qui ont étudié le phénix. Il y a beaucoup de bouquins, même s'il y en a beaucoup qui sont cachés ou qui ont été enlevés. Voilà, en tout cas, il y avait une adoration, mais je pense que c'était plus une peur, tout simplement, du phénix, parce que c'était un présage. Dans l'Égypte ancienne, le phénix était connu sous le nom de Bénu. Je pense que les noms Ben quelque chose, ça vient de là. Un oiseau héron, le Bénu vivait au sommet des pierres de Ben, vous voyez, pierre sacrée du temple solaire d'Héliopolis ou d'Obélix, et était vénéré aux côtés d'Osiris et de Ra. Donc ça, on sait que c'est les divinités qui sont liées au soleil. Bénu était considéré comme un avatar d'Orisis, un symbole vivant de la divinité. L'oiseau solaire apparaît sur les anciennes amulettes comme un symbole de renaissance et d'immortalité. Il était associé à la période des crues du Nil, apportant une nouvelle richesse et une nouvelle fertilité. En résumé, le phénix, en fait, il renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une réinitialisation. Vous avez une destruction et ensuite, vous avez une reconstruction. Et généralement, pendant la reconstruction, c'est une période plutôt agréable. Mais avant, comme il y a une mort, il y a une destruction. Et derrière, vous avez une reconstruction. Et pour moi, je pense personnellement que les élites ont tout simplement pas la main mise, ils peuvent pas avoir la main mise sur ça, et ils ont peur. Ils cachent des réinitialisations qui se sont passées et que c'est des cycles. Et pour le phénix, logiquement, c'est 138 ans, ce cycle. Et donc, vous avez un cycle de mort, ici on le voit, c'est la Wikipédia, et de résurrection. Voilà. Si vous regardez le phénix, il est dans énormément d'emblèmes. Il faut toujours regarder les emblèmes. Vous avez beaucoup de cathédrales, vous avez beaucoup... Vous voyez là, place de Bruxelles, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, vous avez le phénix.
Je pense qu'ils avaient tous, ils vénéraient en fait le phénix parce qu'ils avaient peur du phénix, entre autres. Et on va regarder juste ici, vous allez dans franc-maçonnerie, 33e degré, c'est le rite le plus haut. Vous voyez ici, ça c'est l'emblème, c'est-à-dire que c'est la récompense, c'est un phénix. On va regardez ici, pareil, je ne sais pas si vous voyez, c'est le phénix ici. Là, vous avez le 33e avec le soleil ici. Voilà, on peut continuer si vous pouvez regarder. Mais il y en a plein. Donc au 33e degré, il y a un rapport avec le phénix, c'est l'emblème, tout simplement. On continue et c'est un rapport avec les éclipses. Il faut savoir qu'en fait, il y a des cycles de tremblements de terre et qu'ils disent dans les ouvrages anciens, même si certains ont été annulés, ils disent que, quand j'ai annulé, c'est caché, il y a un corps inconnu qui est venu dans la journée, en fait, tout simplement masquer le soleil et assombrir la terre. Et après, il y a eu des déluges, c'est-à-dire, en fait, tout simplement des espèces d'inondations. Ça peut être des inondations ou aussi des espèces de tempêtes solaires, c'est-à-dire du feu qui sort, comme de la lave qui tombe du ciel en fait et qui détruit tout en fait sur son passage. Et moi je pense personnellement que c'est pour ça qu'ils construisent les bunkers, c'est parce que ils ont peur tout simplement de cette réinitialisation. Et il y a des anciens bouquins qui vous mettent, même des études, même si c'est très censuré, qui vous mettent en fait des dates. Et la dernière qui s'était arrivée, c'était 1902, la dernière réinitialisation. Et la prochaine serait logiquement, puisque c'est un cycle de 138 ans, serait en 2040, en mai 2040, puisque en astrologie chinoise, le mai c'est l'année, c'est le signe du dragon. Donc il y a beaucoup. Il faut savoir que par contre ces réinitialisations ne seraient pas tous de la même intensité. C'est-à-dire que c'est pas la Terre entière qui va complètement être réduite, c'est des endroits où vous avez tout simplement un nettoyage et ces endroits sont tout simplement détruits et d'autres endroits, les gens migrent, la population qui reste migre. Et je pense que ces élites qui sont cachées effectivement depuis des siècles dans des endroits souterrains se protègent comme ça et quand il y a une élimination de la population, ils reviennent et apportent leurs nouvelles technologies pour contrôler à chaque fois cette population. Voilà, en tout cas c'est ma théorie et je suis pas le seul à avoir cette théorie, beaucoup de gens l'ont dit. Voilà, donc il n'y a pas un contrôle total de ces élites, ils ont peur tout simplement de la nature et des choses. Et pour les réalisations, après, il faut y croire ou pas, mais il y a quand même des choses en 1900, quand vous voyez, celle d'avant c'était 1780 et quelques, et vous voyez à chaque fois des choses quand même assez étranges. Déjà, rien que le fait que vous voyez comment on pourrait appeler ça, des photos par exemple de l'exposition universelle où vous voyez des gens avec des carrioles en photo avec l'arc de triomphe derrière qui est magnifique, avec une structure magnifique. À l'époque ils n'avaient même pas les perceuses et vous allez me dire qu'ils ont sculpté ça à la main, toutes ces architectures que vous allez rentrer dans des églises, dans des cathédrales, vous allez voir comment c'est fait. Mais c'est un truc de fou, c'est magnifique. Comment, ou même les pyramides, comment, alors que vous calculez les pyramides, tout est fait avec mathématiquement, c'est complètement parfait. Et d'ailleurs, le cycle de 138 ans viendrait, en fait, c'est un peu complexe, mais viendrait de là, que tout est divisible par 138 dans les mesures de la pyramide de Gizeh. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a des cycles et comme je vous disais, il y a des monuments qui sont en fait des vestiges d'avant qui montrent qu'il y a une réinitialisation et que comment c'est possible que vous avez des gens avec des carrioles avec derrière une technologie de monument qui est qu'on ne peut même pas faire, même actuellement refaire au millimètre près.
Je suis désolé, il y a, un petit souci. Voilà, en tout cas, c'était la petite minute complotiste. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste vous dire que je vais maintenant, je faisais toujours 2 vidéos sur l'actu générale. Je vais faire maintenant le jeudi une vidéo, mais qui sera assez courte. Généralement, ça sera 10 minutes, pas sur l'actualité, parce qu'on va être à une période où on va commencer à voir le bull run, et ça sera donc ce que je vais intituler les pensées du jeudi. Ça sera sur d'autres sujets, mais des sujets qui peuvent être intéressants pour la finance, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez gagner de l'argent, il y a obligatoirement des choses qui s'imbriquent, c'est-à-dire comment conserver son argent, comment rester en bonne santé. Si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pourrez pas profiter de votre argent. Beaucoup aussi connaître certaines sciences, beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être liées à l'argent aussi. Certaines de mes passions, que j'ai pas que la finance, j'ai d'autres passions, même qui m'intéressent même encore plus que la finance. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça sera le jeudi, mais ça durera pas longtemps, c'est juste une petite ébauche, et on commencera la semaine prochaine avec tout simplement un sujet sur l'expatriation. Voilà, à très bientôt, ciao.